Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous accueillir ce soir. Merci à la CCI. Merci pour l'animation de cet atelier. Nous allons nous présenter, Maggie et moi, et puis on vous dira de quoi nous allons parler. Mais avant tout, savoir pour quelle raison vous vous êtes inscrit à ces ateliers. Oui. Pour quelles raisons, effectivement, ça vous a intéressé. Donc, voilà. Alors, Nathalie, Maggie, vas-y, présente-toi. Oui. Donc, Maggie Jouine, je suis niçoise depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai créé une entreprise de conseil, facilitation en intelligence collective. Donc, j'accompagne beaucoup de collectifs et d'équipes. Et formation, coaching et formation. Et avant ça, j'ai un parcours d'une presque 25 ans dans une grande entreprise internationale où j'ai exercé plein de métiers en commercial. J'ai géré des équipes commerciales, des équipes de conformité et qualité. Et j'ai fait de la gestion de projet aussi et des équipes RH. Et puis j'ai fait beaucoup de gestion de projet. J'ai accompagné les gros sujets de transformation de cette entreprise. Croissance, décroissance, réorganisation de tout genre. Et aujourd'hui, je mets cette expérience et un certain nombre d'outils comme l'appréciative inquiry, que j'aime beaucoup, l'exploration appréciative, au service d'équipes pour les accompagner dans leur quotidien pour que les changements ou les projets se fassent avec enthousiasme. Voilà. Et moi, Nathalie Parsemin, donc je suis coach, consultant professionnel et notre point commun à toutes les deux, c'est que nous sommes adhérentes et coach ICF. Donc j'ai travaillé dans une structure sur la partie RH, sur la partie formation professionnelle. J'interviens en tant que consultant RH dans les entreprises sur l'organisation de services, l'accompagnement des responsables des responsables de service, des managers, du dirigeant également. Et c'est vrai qu'il y a des approches AI à mettre en place, qui sont mises en place au travers de l'accompagnement que je peux leur proposer. Donc là aussi, mon parcours m'a amené à proposer mes prestations en tant qu'ancienne RH, en tant qu'ancienne responsable formation, et puis j'ai également travaillé dans des OPCO. Donc voilà, cette partie technique assez compliquée, on dira, l'aspect législatif qui évolue assez souvent, je l'apporte aux entreprises parce que aujourd'hui on va externaliser cette partie-là. Les entreprises sont plutôt structurées sont de petite taille et souvent ne disposent pas d'un service RH ou d'un service formation ou voilà, ils font appel à des prestataires extérieurs. Voilà. Et donc à toutes les deux, nous allons vous présenter une démarche. Une démarche qui pourrait vous servir, vous intéresser dans votre quotidien. Donc avant tout, ICF. Donc nous sommes toutes les deux adhérentes à ICF avec une antenne ici au niveau de Côte d'Azur avec une quarantaine de membres. L'ICF, c'est à peu près plus de, que je vous dise pas de bêtises, 50 000 membres dans le monde, avec 13 antennes sur la France. Et l'antenne de la Côte d'Azur a mis en place pas mal d'activités. Cette année, il y a eu la Coaching Week au mois de mai, avec du coaching en marchand, du codev, plusieurs ateliers. En fait, on propose aussi, donc l'ICF, c'est un regroupement de coachs professionnels qui partagent un certain nombre de valeurs et de formations, parce qu'il y a malheureusement on peut trouver un peu de tout. Et il y a aussi pas mal d'événements qui sont organisés sur Côte d'Azur. On vous a laissé le QR code du site d'ICF Côte d'Azur, parce qu'il y a des ateliers qui sont ouverts aux personnes qui ont envie de venir découvrir sur le coaching, faire une vidéo. Donc voilà, vous aurez aussi la possibilité de le faire. Voilà. Donc, c'est ça. Pourquoi vous êtes là? Vous avez amené, malgré la chaleur, le mois de juin qui se termine, les congés qui arrivent, les cours bouclés, qu'est-ce qui vous a amené à nous rejoindre ce soir? Vous avez envie de... Un tour de table rapide, on n'est pas très nombreux. Alors moi, j'avais pas compris le titre. Oui, et c'est ça qui nous a fait. Pourquoi pas? C'est ce que je vais pouvoir apprendre à le faire. Ok. Ok. Donc c'est une grande découverte. Non, mais sinon, je fais du
management, j'accompagne les entreprises, on fait des petits modules RH, on fait la conduite de changement, on travaille sur programme Lean, RSE, Perma Entreprise, et du changement, si vous avez des astuces, des choses à apprendre pour motiver les équipes, parce qu'on leur donne plein de théories, ils repartent boostés. Puis quand on s'en va, on revient un mois après, vous avez avancé. Exactement. Donc comment aller plus en profondeur pour les aider à changer. Ok, d'accord. Je garde en tête, il y a un grand livre de l'appréciation économique qui a été édité l'année dernière, où il y a tout un tas d'expérimentations qui sont expliquées par les porteurs de projets, et notamment une porteuse de projet qui a mixé Lean et AI. Et Appreciative Inquiry, pardon, dans la conduite du changement des équipes. Donc éventuellement, je vous donnerai la référence si vous voulez. Et puis on a mis également à la fin du diaporama pas mal de références, lecture, sites, voilà, pour pouvoir compléter l'apport qu'on vous fera aujourd'hui. On va faire une petite découverte. Voilà. Quelqu'un d'autre? À peu près la même chose. Je travaille aussi sur la conduite du changement et en management systémique plus particulièrement, donc pas en humanisme. Voilà. Et cette approche m'intéressait, donc j'avais déjà quelques notions. Voilà. Que vous avez entendu parler dans la presse, etc. Donc j'avais envie d'en savoir plus justement pour pouvoir enrichir mon offre. Ok. Super. Très bien, merci. Pour ma part, j'ai déjà fait un atelier avec vous dans le cadre des afterwork RH. Oui. C'est quelque chose qui m'avait plu, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a des nouveaux points que je pourrais apprendre et voir comment développer ça. Et autrement aussi, c'est que j'ai créé ma société de conseil en amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Et c'est une approche que j'utilise dès le diagnostic, en capitalisant en fait sur ce qui fonctionne déjà bien. Ok. Et voilà, et voir comment l'intégrer aussi dans la suite de la démarche. De la même façon, il y a de belles expérimentations en démarche qualité, certification, etc. Donc je pourrais vous donner des liens éventuellement pour si vous avez envie de creuser ça. Ok, très bien. Éventuellement. Il s'est absenté. Bon. Voilà. Donc, effectivement, on en a pour à peu près une petite heure, 1h30. Là. Compris, hein. Échange, ouais, compris. Dans l'atelier, donc, on verra ce qu'est l'AI. Hein. On va définir en français, de préférence, ce qu'est l'AI. On va expérimenter de façon générale avec les étapes, mais on va expérimenter une des étapes dans un parcours en fait qui se compose de 5 étapes, parcours global. Donc vous allez tester, c'est bien qu'il y ait ces binômes. Peut-être que au fond, on va vous intégrer si vous voulez. On ne va pas être en permanence là. Oui. Ok. C'est 10 minutes. Si vous avez envie, voilà. On peut bien sûr vous faire goûter aussi. Et puis, on participera à un échange questions-réponses par la suite. En fait, on va faire un premier rapport de concept, on va se préparer un certain nombre de choses, l'expérimentation, et puis ensuite de l'apport de contenu, mais plutôt sur la base de ce que vous avez expérimenté, et puis on va pouvoir du coup élargir un peu, parce que ce sera une petite partie, bien sûr. Voilà. Alors, c'est un dessin qui est peut-être pour ceux qui sont au fond ne voient pas très bien, mais c'est un dessin qui est assez parlant. On a d'abord en fait nos deux concepteurs de l'AI, Ronald Fried et David Copenrider, qui ont mis en place cette approche qui depuis les années 80. Donc elle arrive aujourd'hui en fait dans les sociétés, ça commence depuis une dizaine d'années, mais c'est une démarche qui a été mise en place déjà depuis tout ce temps et qui se base en fait sur ce qu'il y a de positif, le cœur. Et toute la démarche se partira en fait de là. Du cœur positif qu'on a dans les organisations, dans les associations, dans les entreprises, au niveau managérial, et avec des intentions
qui sont, on parlait tout à l'heure en fait d'engagement, d'intention en fait des structures des entreprises, éco-responsabilité, cohésion, stratégie, engagement, qualité de vie et conditions de travail, bien-être, dans un état d'esprit particulier. C'est une démarche. Et puis en fait, vous êtes les facilitateurs. Donc nous aussi également, mais avec vous en tant que facilitateur. Cette démarche d'appréciative, effectivement, elle peut s'appliquer dans toutes les structures, quelles que soient, hein, entreprises, organisations, associations, de façon collective, mais également individuelle. Voilà. Les bénéfices sont nombreux. On a des bénéfices en fait comme l'innovation, l'engagement, le collectif et surtout la dynamique que ça aura engagé derrière. Quand vous parliez tout à l'heure, en fait, bon, un mois après, il n'y a plus rien, mais voilà, ça continue à vivre parce que c'est l'histoire d'un collectif qui s'appuie effectivement sur des valeurs partagées et communes. On descendra en fait les étapes par la suite. Je ne vais pas. On va rentrer dans le détail des étapes après. Alors, c'est une invitation en fait à porter de nouvelles lunettes. Ouais, on va regarder 1 + 1, ça donne 3. Bah, tiens, on se dit, mais c'est quoi cette histoire? Ben oui, on va en fait regarder, apprendre à regarder différemment. Et non pas effectivement sur une approche qui existe déjà. On reviendra dessus en fait sur cette approche qui existe déjà. Selon David Koppenrieder en fait, qui est l'un des cofondateurs, il dit très exactement que chaque entreprise, chaque homme, chaque système a quelque chose qui fonctionne bien, qui lui donne vie, efficacité et assure ses réussites. Et c'est à partir de ça justement que se base ce fameux cœur positif qui va nous permettre de bâtir en fait le futur. Aller chercher ce qui fonctionne dans l'organisation. Aller chercher ce qu'il y a d'éléments de positif dans les relations. Aller chercher ce qu'il y a de positif dans la structure dans laquelle on est. Et c'est vrai qu'on en discutera tout à l'heure, on a plutôt tendance à regarder en fait peut-être les problèmes, ce qui ne va pas, malheureusement. Mais voilà, on n'est pas habitué à faire ça. C'est pour ça qu'on choisit ces nouvelles lunettes. On n'est pas habitué à aller se dire, ben ouais, qu'est-ce qui fonctionne chez moi? Parce qu'une fois qu'on aura identifié ce qui fonctionne, on pourra avoir l'adhésion du collectif et travailler à partir de ça pour pouvoir en fait développer. C'est vraiment un état d'esprit, c'est vraiment... on en discutait tout à l'heure avec Maggie, une autre personne qui a été l'une des premières en fait à introduire l'AI sur le territoire français. On a écouté une interview qu'il a donnée il n'y a pas très longtemps. Moi, je l'imagine avec un sourire qui arrive jusque-là, une interview d'1 heure. Donc, c'est vraiment un état d'esprit. On parle de being AI. De voir systématiquement le verre toujours à moitié peut-être plein et pas forcément le verre à moitié vide. Et donc ça nous amène effectivement à pouvoir communiquer différemment. Donc ouais, c'est une des approches de l'AI, c'est celle-là. Donc au centre, selon vous, qui c'est qui est au centre? On parle de révolution, de changement, c'est ça. C'est bien ça. Je pense qu'elle reconnaît le besoin, c'est pas évident. Vous êtes bien conservé, hein. Oui, donc c'est bien ça, parce qu'effectivement, cette approche au niveau de l'AI nous amène à changer complètement, effectivement, son regard. Je peux me permettre? Oui. Je me rapproche. Dans les méthodologies qualité, Lean, etc., on va faire plutôt de l'analyse de causes, de problèmes, de dysfonctionnements pour aller les corriger, bien sûr, que ça aille mieux derrière. Sur des démarches appréciatives, elles ne s'opposent pas forcément. Il y a des moments où c'est mieux ou bien de faire l'une et l'autre, voire de les mixer.
Dans les démarches d'appréciation, on va faire de l'analyse du cœur de vitalité, en fait, du cœur positif, hein, du cœur appréciatif. Parce que des fois, ça peut être aussi des organisations où il y a des choses complexes à gérer. Hein, ça ne s'adapte pas qu'à des sociétés où tout va bien, où les projets se mettent en route. Ça peut aussi venir traiter des difficultés de dysfonctionnement, de difficultés de cohésion, etc. Mais en tout cas, le parti pris affirmé, c'est de mettre au centre non pas l'analyse de la cause du problème, mais l'analyse du cœur vital de l'organisation. Parce que le pari qui est fait, c'est que si cette organisation, malgré ses difficultés, continue d'exister, si les gens continuent de travailler dans cette organisation, c'est qu'elle a quelque chose qui fonctionne sur lequel on peut s'appuyer pour dépasser ces difficultés. Quand bien même. C'est ça. Exactement. Et là où donc du coup ça peut être très complémentaire de démarches d'analyse de la cause, qui sont des démarches plus installées, hein, déjà un peu plus rodées on va dire, parce qu'en fait il y a des situations où il va être intéressant d'embarquer le collectif avec de la démarche appréciative, qui est une démarche systémique aussi, qui embarque l'ensemble des parties prenantes dès le démarrage de la gestion du projet. N'oublions pas que, alors on ne l'a pas défini hein, par rapport à vos remarques du début, appréciative en fait, oui, bon, il y a beaucoup de mots anglais dans l'usage courant que nous avons. Appréciative, c'est quoi en fait? C'est, selon vous, quel est le mot en fait, quels sont les mots en français qui pourraient en fait définir appréciative, compte tenu des éléments qu'on vous a donnés? Oui, c'est chercher les sources de satisfaction. C'est ça. C'est apprécier, c'est aller sur le positif en fait. C'est aller mesurer ce qu'il y a de la valeur en fait. Positif, évidemment, si c'est positif, ça se voit tout de suite. Mais ça peut être aussi dans des organisations où c'est un peu tendu, une force de vitalité, de contestation, mais sur laquelle on peut quand même s'appuyer pour construire et bâtir un avenir commun. C'est la source de vitalité. Apprécier, c'est mesurer cette source de vitalité. Et inquiry, c'est l'investigation, la recherche. On va approfondir, on va aller enquêter. Voilà. On traduit quelquefois par démarche d'exploration appréciative. C'est-à-dire qu'on va aller dans les organisations, explorer, mais vraiment comme un aventurier, un journaliste, aller explorer là où on ne pose pas forcément le regard d'habitude, parce qu'on va aller plutôt regarder la cause des problèmes. Là, on va essayer d'explorer là où ça a de la vitalité, où ça fonctionne bien. Parce qu'on se dit, ça fonctionne et on n'a pas besoin, en fait, ça marche, quoi. On n'a pas besoin d'aller creuser parce que ça fonctionne déjà. Et c'est justement ça qui va nous permettre de traîner le reste, en quelque part. Donc, on a répondu à vos interrogations du départ. Vous ne saviez pas ce que c'est, ouais. Donc voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, qui se construit en 5 étapes, on dira. Et en fait, ces étapes, on va les expérimenter tout à l'heure. Donc, on parle des 5 D. On va en expérimenter une. Donc, voilà, c'est les 5 D. Donc, il y a la première phase qui est la phase de définition, tout au centre, décider. Donc, ça se fait évidemment toujours collectivement, décider du projet positif. En 2, on va pouvoir découvrir le meilleur de ce qui est. En 3, la troisième phase, devenir. Qu'est-ce que ça pourrait être sur le futur, puisqu'on construit l'avenir. Ensuite, en 5, on va déployer. Donc, une démarche appréciative qui est vraiment basée sur ces 5 étapes. On ne peut pas ignorer une des étapes. Elles se font dans l'ordre et elles sont nécessaires de prendre le temps de pouvoir les définir collectivement. En fait, c'est une démarche très structurée de conduite du changement qui se déroule en 5 étapes. Chacune de ces étapes pourrait, voilà, on va en expérimenter une, donc ça peut être utilisé comme un outil à part entière, mais pour conduire un changement en mode appréciatif, c'est vraiment par ces 5 étapes et par ces 5 dans cet ordre-là, on va expliquer un peu plus précisément tout à l'heure, que sa puissance la plus forte. On peut n'en faire qu'une part. Après, on sait très bien qu'on s'adapte aussi aux organisations dans lesquelles on est.
Il n'empêche que si on veut être à l'optimal de l'avantage de la démarche associative, c'est vraiment ces 5 étapes qu'il faut faire, mais qui sont très simples, vous allez voir, elles se déclinent simplement, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de faire comme ça habituellement. Donc c'est à la fois une posture, prendre le parti de regarder aussi ce qui fonctionne, parce que sinon la balance elle est plutôt du côté de ce qui fonctionne. On va se forcer à y aller, et c'est aussi une démarche de conduite du changement très structurée. Alors, on va voir avec nos nouvelles lunettes l'organisation qui est donc une caverne de ressources. L'entreprise a forcément, effectivement, avec ces nouvelles lunettes, on ira chercher tout ce qui fonctionne. On ne va pas se baser sur la méthode traditionnelle des dysfonctionnements. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou bien on va établir l'entreprise où on va anticiper les dysfonctionnements. Mais on raisonne toujours au problème. On va anticiper les dysfonctionnements, on va faire en sorte que je ne manque pas de papier, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupure. On essaie d'anticiper les dysfonctionnements, mais on est focalisé sur un dysfonctionnement qui aura été identifié dans l'entreprise. Identification des problèmes, donc on va savoir pour quelles raisons ça a été, quelles sont les causes. On va dire, en fait, définir, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les organisations, quelles sont les différentes solutions possibles, bien les identifier et planifier les actions correctrices. L'appreciative inquiry, ou alors cœur positif, c'est aussi beau, va se baser en fait sur ce qu'il y a de meilleur dans l'organisation. Et c'est surtout important d'avoir cette force du collectif. On va envisager ce que cela pourrait donner. On va co-construire comment ça doit être ensemble. Développer, maintenir, soutenir et ajuster. Et voir en fait l'organisation comme un vaste champ des possibles. Et non pas se focaliser en fait sur les dysfonctionnements et les problèmes qui peuvent être. Même si bien sûr on va traiter les sujets que l'entreprise a envie de traiter, mais c'est en faisant une forme de révolution autour de ce sujet-là. On va l'expérimenter et donner des exemples. Et puis c'est surtout, par cette démarche, remettre dans la mémoire collective tout ce qui a déjà fonctionné et qui fonctionne bien en fait au niveau de l'entreprise. Donc repartager ces valeurs-là avec tout le monde pour pouvoir en fait avancer. Eh bien, nous allons expérimenter une des étapes. Vous êtes en nombre pair. Alors une des démarches de l'exploration appréciative, alors vous avez vu la première démarche, c'est définir un projet positif. Parce que comme ça fonctionne dès le démarrage en regardant un peu différemment l'organisation. Alors nous on a pris le parti, parce qu'on ne connaissait pas trop quels étaient vos souhaits, on a pris le parti de focaliser sur la conduite de changement, un projet qui se met en place. Donc c'est l'exercice qu'on va vous proposer, mais on pourrait avoir de la cohésion d'équipe, etc. Ce qu'on fait dès le démarrage dans l'organisation, c'est une fois qu'on a bien défini ce projet positif, qu'on l'a mis en mots, qu'on a choisi les mots pour le décrire, c'est pourquoi on veut faire de la cohésion, pourquoi on veut faire de la conduite du changement, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Très très vite, on met toutes les parties prenantes qui sont concernées par ce sujet, donc peut-être les deux équipes qui sont en train de fusionner, un nouveau manager qui veut relancer quelque chose dans son équipe, etc. Donc toutes les parties prenantes, management, équipe, voire client, voire fournisseur, donc c'est vraiment large, les parties prenantes c'est au sens large. On les met toutes ensemble dans une manifestation et on invite toutes ces personnes-là à échanger. Et aujourd'hui, c'est ce que vous allez expérimenter, même si vous êtes 4 parties prenantes, mais on va jouer avec vous. Nous, il nous faut des duos, donc c'est très bien. Peut-être que vous connaissez déjà, vous pas du tout. Bon, écoutez, ça va très bien. Vous connaissez du pas. Alors là, ce qui est intéressant aussi dans les organisations dans lesquelles on porte ce sujet, c'est quelquefois les gens se disent non. Vous voulez on a déjà participer de travailler ensemble. Non. Non, non. Vous voulez pas vous me regarder? Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est d'expérimenter donc les duos, qui est un peu le processus, dont on reparlera tout à l'heure, et d'expérimenter donc une conversation à deux, sur la base de ce livret,
encore 4 questions. Alors, on a volontairement imprimé parce que c'est toujours un peu la même façon de construire la question, donc ça pourra aussi vous servir éventuellement à le tester dans un autre contexte. La première des questions, c'est raconte-moi une situation professionnelle dans laquelle tu as contribué, ou racontez-moi, dans laquelle vous avez contribué à accompagner un projet de changement réussi, quelque chose qui a bien fonctionné, ou une difficulté dépassée, un changement compliqué, on a finalement réussi à obtenir quelque chose. Une situation où on s'est senti complètement engagé, plein de ressources et de vie. Et l'idée, c'est vraiment pour la personne qui va écouter cette histoire, qui va d'enquêter, comme on disait tout à l'heure, mais de s'intéresser vraiment à mais c'était où, comment vous y êtes pris, c'était quoi les conditions de réussite. Alors, vraiment s'intéresser comme si on était journaliste. Première question, racontez-moi. Deuxième question, sans fausse modestie, qu'est-ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que vous avez su faire pour que ce moment-là soit un moment réussi, un moment de conduite du changement, un moment de changement, d'accompagnement réussi. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été remarquable en fait à vos yeux? Qu'est-ce que vous avez fait, vous avez bien fait, bien su faire? La troisième question, c'est qu'est-ce que vous avez apprécié de cette situation? Pourquoi c'est celle-là que vous choisissez finalement? C'est qu'elle représente quelque chose pour vous? Qu'est-ce qu'elle dit de vous? Et quatrième question, si on devait se projeter à l'avenir, quels seraient les 3 ingrédients magiques que vous voudriez cultiver dans votre organisation pour que ce type de situation puisse avoir lieu plus souvent? Ok? 4 questions très simples qui se basent sur un moment. Alors, si vous avez un moment professionnel, puisqu'on est dans un cadre pro, c'est bien. Si c'est quelque chose de personnel, vous avez aidé un collègue à déménager, à l'accompagner dans sa nouvelle vie, ça va aussi. Ok? Et c'est parti dans 10 minutes. Le A, étape B et puis les 4 questions. Et dans 10 minutes, on change de binôme. Ça va? Ça vous va? Ouais. Le journaliste pose des questions et note. Parce qu'après, je vous expliquerai qu'est-ce qu'on fait en fait. Avec. Dans une organisation où on a une centaine de personnes qui participent à ce genre d'exercice, qu'est-ce qu'on fait après de la récolte? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Ça va? 10 minutes. Vous avez trouvé votre situation magique? Et il est 18h10. Elle a commencé du coup pour lui donner le temps. Alors vraiment, quand votre prénom c'est quand Pauline raconte une histoire, c'est vraiment vous qui vient d'arriver. Si vous êtes un journaliste, vous allez me dire ok? Ça va? Oui. Donc l'idée c'est vraiment en mode journaliste. Donc si c'est vous qui racontez, c'est ça? Vous démarrez? J'ai posé des questions. Ah, d'accord. Donc la personne qui commence à raconter, laissez tomber ça, c'est vraiment dans la... Oui, et moi je fais là. Les notes que vous avez acceptées, vous avez pu poser ça les uns. Ça va? Ok. Donc c'est la personne qui a entendu l'histoire qui offre Au collectif. ce qu'il a entendu de façon synthétique et vraiment ce qu'il a touché et les forces de la personne qu'il a interviewée. Qui veut démarrer? Premier du coup. J'y vais? Oui. Alors, ce que j'ai retenu de Rémi, donc j'explique pas qu'est-ce qu'il a fait, l'histoire, non. C'est en quelques lignes quand même, en quelques mots. Rapidement. Il faut savoir de quoi on parle. Dans quel contexte on est? Ce qui est intéressant dans la discussion, c'est dans quel contexte, c'est quoi en fait cette histoire-là. Qu'est-ce qu'il a su faire bien, qu'il a mis en avant, et qu'est-ce qui vous a touché en fait? Qu'est-ce qui a été particulièrement source de satisfaction aussi pour vous? Qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire? C'est Rémi, hein, c'est ça? Oui. Ok. Donc Rémi est intervenu auprès d'un atelier de serrurerie et chapeau métallique. Voilà. Donc, dans le cadre de son programme de lean management, donc il a fait qu'une première étape jusque-là. Une première étape qui a un impact assez important, puisque c'est d'abord faire le ménage pour pouvoir construire quelque chose derrière et donc faire évoluer la coordination d'équipe et le collectif. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est de leur faire prendre conscience qu'il y avait des choses inutiles dans leur atelier et de leur donner le courage, c'est surtout ça en fait, de leur donner le courage de se débarrasser de toutes ces choses qui encombraient l'espace et de leur faire prendre cette décision
par eux-mêmes sans qu'ils aient besoin d'aller demander l'autorisation par ailleurs. Et de le faire, et d'aller jusqu'au bout de cette démarche, parce que l'objet ne leur appartient pas, il appartient à la société. Donc en fait, l'idée, c'était qu'ils décident, d'abord qu'ils prennent conscience que l'atelier était encombré, ensuite qu'ils décident qu'est-ce qu'il fallait, de quoi il fallait se débarrasser, qu'il fallait s'en débarrasser et de s'en débarrasser eux-mêmes. C'est-à-dire qu'eux-mêmes sont venus physiquement se débarrasser de ces objets qui encombraient, donc de faire le vide dans leur atelier pour pouvoir mieux organiser leur travail. Et donc les forces de Rémi, ça a été de les faire réfléchir sur cette situation, de leur faire prendre conscience qu'ils étaient acteurs de leur atelier, puisque c'est eux qui vivent et qui travaillent dans le quotidien, et de leur donner confiance et courage pour aller jusqu'au bout de leur démarche, parce que les premiers obstacles qu'ils ont rencontrés, c'était qu'il fallait qu'on demande l'autorisation. Qu'est-ce qu'il a particulièrement aimé et qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire en fait? Sur il sous-estime un peu son rôle, il voit son rôle comme un animateur. Moi je trouve qu'il a plutôt été un coach, puisque c'est ce qu'il a aimé en étant coach en fait, on est allé en ce rôle-là. C'est quoi la solution? De redonner confiance aux personnes, aux chefs d'atelier et aux personnes qui travaillent, aux équipes, de redonner confiance et les accompagner dans ce projet de changement, en fait, hein, c'est ça. Super. Merci. De rien. Merci. Ok, on fait l'inverse. Moi, ma binôme Monia a été... Il n'y a pas de but, hein. Il n'y a pas de but. Monia. A été recrutée pour un job qui n'était pas du tout dans sa zone de confort ou dans ses origines, enfin dans cette expérience passée. Elle était dans une grosse boîte, il y avait une grosse restructuration, 150 personnes. Elle se retrouvait confrontée avec des syndicats, des avocats, des salariés, des pertes de droits, une deadline avec une date très précise, et elle a dû concilier tout le monde. Et n'étant pas dans sa zone de confort, elle était plutôt financier, donc je pense plutôt à l'aise avec les chiffres. Mais là, elle a dû gérer beaucoup d'humains, beaucoup de volonté, de perception. Donc elle est sortie de sa zone de confort. Moi, c'est ça qui m'a ému, parce que vous ne connaissez rien du tout. Elle a dû faire preuve de créativité, de s'intéresser à différents sujets. Elle a bousculé des gens en sortant de sa zone de confort. Elle a l'air plutôt stable et calme. Mais elle a déchiré des contrats, elle a enculé des personnes, elle a claqué des portes. Et ça fait du bien quand même. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui t'a plu, parce que c'est ça qui t'a... Non, parce que ça m'empêche de sortir la nuit, ça. Non, c'est pour le regrette. Sur le coup, c'est bien, mais après, pour le regrette. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que tu le regrettes sur le moment, alors que c'est maintenant que t'en rigoles. Parce que je l'ai entendu avec beaucoup d'enthousiasme. Non, j'en rigole parce que j'ai fait la paix avec ça. Ok, mais pendant longtemps, je me suis reproché. Ok. Voilà. Mais je ne le porte plus comme un fardeau maintenant. Ok. Voilà, donc Monia a su faire la synthèse des différents points de vue, Elle a concilié toutes les parties. Ok. Et qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire? C'est quoi les sources de satisfaction qui vous ont ému, touché? Ce que j'ai retenu, c'est qu'elle est sortie de sa zone de confort et que ça lui a fait du bien. Ah, ça marche. Je me le résume comme ça, parce que c'est ça. Merci. Merci, super. Merci, merci. Ouais. Pauline ou Christophe. Je ne peux pas me présenter tout à l'heure. Non, pas de souci. J'ai gardé l'astreinte. C'est l'occasion de se présenter. Donc, je me présente en même temps. Donc, Christophe Blanc, je suis gérant d'une société de pompe funèbre Marouri Prévoyance. Ok. Et donc, du coup, j'ai le téléphone qui a sonné 3 fois pour une astreinte. Donc, c'est pour ça que je fallait prendre l'appel et je me Pas de souci. Ok. Donc, pour revenir à Pauline, oui. Donc, elle travaille pour une boîte de marketing digital. Donc, c'est pendant cette expérience qu'elle a dû rencontrer 2 sociétés qui étaient réfractaires au digital. Et donc, elle allait dans ces sociétés pour développer cette partie-là. Au début, c'était assez compliqué parce qu'elle tombait face à eux, notamment une grande pharmacie, on ne citera pas, qui était totalement contre cette idée-là. Mais à force de savoir-faire, d'expérience et de douceur, elle a réussi à
casser ce mur-là et à faire intégrer le fait que c'était une bonne chose pour cette société. Ok, super. Et qu'est-ce qui vous a touché dans son histoire? Justement, le fait de me raconter ses points forts à elle qui ont fait qu'elle a réussi à faire passer ce message. Ah, d'accord, c'est cette qualité de relation que vous avez créée là. Ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre. Peut-être en changeant de duo, ça ne marchait pas. Exactement. Non, ok, très bien. Merci. Je vous en prie. Et Pauline, alors je voulais aborder les choses aussi par c'est une grosse sortie de zone de confort, puisqu'il n'était pas habitué à déléguer et qu'en créant sa société, malgré que ça soit les débuts, et donc on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment faire, il a quand même pris la décision d'embaucher une personne. Il s'est avéré que ça a été le bon choix, parce que ça s'est très bien passé. Il est sorti de sa zone de confort puisqu'il a appris à déléguer. Ça lui a permis aussi de se développer lui personnellement. Et qu'aujourd'hui, ce changement et cette sortie de zone de confort, c'est absolument pas un regret. Ces autres qualités humaines ont réussi à faire que ce changement soit positif, à savoir sa capacité à donner confiance à autrui, sa volonté à développer le projet et sa capacité à donner donc, de l'autonomie aux personnes avec qui il travaille. Et son esprit de convivialité, on va dire de bienveillance et du côté familial du monde de l'entreprise. Ce que je vous propose, merci. Ce que je vous, alors, à quoi ça sert en fait de faire ça? Évidemment, là c'est un programme d'école, on fait de façon un peu synthétique, mais on est encore en petit comité, on est à 4 ou à 6, et on raconte l'histoire qu'on a entendue. C'est un peu comme un cadeau quand même qu'on fait à la personne avec laquelle on était. Et dans une démarche appréciative, c'est l'occasion, c'est la consigne qu'on donne au groupe là qu'on constitue, de faire la récolte de tous les savoir-faire, de la question 2, en fait, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre, qu'on sait bien faire, et la question 3, qu'est-ce qui nous a fait plaisir dans cette situation-là. Parce que ça, c'est des éléments sur lesquels on va ensuite capitaliser pour conduire le changement qu'on a à faire ensemble. Imaginons que vous soyez une équipe et qu'on soit en train de peut-être fusionner, voilà, on a un changement à faire ensemble. Le fait de récolter tout ça, ça veut dire que dans cette équipe-là, qui a l'habitude de travailler ensemble depuis très longtemps, on a des compétences de délégation, de capacité à responsabiliser, à faire confiance, à faire la synthèse des situations et des angles de vue, il y a de la pugnacité, de la force de conviction, parce qu'il a fallu aller convaincre les entreprises qui étaient un peu réfractaires au digital. Autonomie. L'autonomie. Donc, toutes ces histoires qu'on raconte, elles sont l'occasion de récolter les forces et les savoir-faire qui sont présents dans l'équipe. Et les forces motrices, les éléments qui font qu'on met en mouvement. Le fait de redonner confiance, d'être dans la transmission, tout ça, c'est des éléments assez intéressants à connaître dans une équipe, parce que si on devait conduire un changement ensemble, alors qu'on est une équipe qui n'est pas constituée aujourd'hui, on saurait où aller chercher les compétences et qu'est-ce qui met en mouvement cette équipe. Il y a déjà ce savoir-faire. Exactement. Et c'est pas théorique, parce que c'est basé sur des faits vécus, des faits réels. Vécu des choses qui nous sont vraiment arrivées. C'est pas juste, pour conduire le changement, il faut faire force de conviction, être dynamique. Non, en fait, c'est vraiment ce que vous avez mis en œuvre. Et en fait, ici, c'est notre cœur. On aurait pu avoir une forme de cœur. Ça peut être un cœur aussi. Voilà. Ok, donc c'était voilà, pour vous dire qu'est-ce qu'on fait après de ces duos, de façon très rapide et synthétique. Excusez-moi parce que j'ai un peu synthétisé vos histoires. Mais comment on fait de la récolte à 2 avec des livrets, puis à 4 avec des binômes, et ensuite évidemment on ouvre encore plus grand en fonction de la taille du collectif, et ces blasons sont présentés soit en plénière, soit des groupes plus importants. Pour ensuite, je l'ai mis là, ici on va faire aussi un recueil des souhaits, je ne vais pas demander là, mais c'est aussi une étape, et ça va nourrir une autre étape de la démarche appréciative. On vous invitera à regarder la retransmission là où elle sera, je ne sais pas, sur le site de la CCI, parce que la façon dont vous avez vécu l'un et l'autre
parlante pour vous pour la suite. Donc voilà, il y avait du dynamisme, de la gaieté, de la joie, et en fait, on part de ça. Et c'est intéressant quand il y a des collectifs, j'ai l'impression dans les cadres, ça pourrait être, c'est très palpable et visible en fait. On va vous demander, juste après, parce que là c'est les questions qu'ils ont. Par rapport à cette expérience que vous avez vécue, là, de duo, vous avez un téléphone, de scanner le QR code qui est là et d'indiquer qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que vous avez envie de partager en fait avec l'expérience. Si vous avez, normalement ça devrait ouvrir sur un petit lecteur, vous avez un lien également. non. C'est bon, ouais, pas. Là, c'est bon? Attends, il y a encore. C'est bon? Non. Ça a marché? Parce que bon, nous, il est direct, des fois, on a un peu. C'est ça. Pourtant, il est gros, hein, le QR code. Hein. Menti.com. C'est ça. Donc, vous avez trois, enfin, vous mettez un, deux ou trois selon. Hein. Quel est le mot que vous avez envie de partager? Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette expérience-là de duo en petit comité? J'attends, je ne vais pas encore. Non, je pense J'y vais. que tu peux, tout le monde a pu scanner, là, c'est bon. Je l'avais déjà ouvert. Non, non, tu as mais comme il est en projection. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce Je que vais ça a fait, fermer cette ça. expérience pour vous? C'est un suspense intolérable. Évidemment, ça marchait tout à l'heure, hein, sinon ce serait très drôle. C'est ça. Voilà. Vous avez envoyé vos... Voilà. Ah, bah alors, Super. le... Que je remette. Ouais. Non? Ça fonctionne pas? Ah mince. Alors, je retourne là-bas. Ouais, ça. C'est arrivé. On va partager. Donc, vous l'avez pas là? Juste avant. Pardon. Je retourne là-bas. Alors, pour occuper le suspense, c'est le slide juste avant. Ça a marché, ça? Non. Bah, regardez, vous avez à nouveau le... Le QR code. Ah non, allez-y, on va prendre en Peut-être pour compte. avoir votre photo de fond d'écran. Vous pouvez encore l'alimenter après, on Ouais. sera ravis d'avoir d'autres mots. Ça va? Alors, je vais Vous avez sortir de ça. y arriver? Non. Ah bah mince. Vous savez utiliser QR code quand même. On a tous appris à utiliser QR code depuis 2 ans. Ah. Ok. Bon, écoutez, c'est pas grave. Bon. c'était, Je vous dirai. Approchez-vous peut-être, non? Ouais. Non, mais je mettrai grave, ne vous embêtez pas. Vous allez nous les donner, on va les rajouter. Oui, c'est ça. Alors, moi. Alors écoutez, mais on peut aussi échanger. Donc vous voyez l'effet que peut avoir ces simples conversations de 2 fois 10 minutes dans un collectif qui ne se connaît pas. Donc imaginez des équipes qui travaillent ensemble et qui se découvrent différemment parce qu'on va aller chercher des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de partager. On a du mal à dire ce qu'on a bien réussi. Donc là, on est invité à le faire. Donc, ça génère de l'optimisme, ça génère de la satisfaction. Il y a une idée de sincérité parce qu'on se rencontre vraiment en sincérité et pas simplement sur un projet. De la curiosité, du partage, effectivement. Il y a souvent de la joie, il y a souvent, voilà, c'est des mots très positifs, mais ce qui est assez logique, on invite les gens à se connecter à quelque chose qu'ils ont réussi. Donc maintenant, c'est très bien qu'en neurosciences notamment, quand on est reconnecté à une expérience réussie, on revit les moments, les émotions, le sentiment, la sensation dans laquelle on était. Et puis on la transmet à l'autre par le fait des neurones miroirs, etc. Donc c'est une
c'est un générateur de bonne humeur en fait, mais de bonne humeur pas juste pour faire joli et pour être gai, c'est vraiment de connexion en sincérité et en vérité. Bonne humeur collective, partagée collectivement. Exactement, exactement. Et là où pendant très longtemps, moi j'ai fait aussi beaucoup de conduite du changement sur des gros projets, le message qui était souvent porté pour essayer d'embarquer les équipes, c'était souvent un peu le risque à ne pas faire. C'est si on ne fait pas ça, si on ne passe pas la digitalisation, la concurrence, etc. Si on ne sait pas travailler ensemble, les postes, on ne sait pas. Bien sûr, ça génère du changement, de la volonté de changement, hein, de se baser là-dessus, mais la puissance de l'adhésion est beaucoup plus forte en se projetant sur quelque chose de positif. D'autant que dès cette étape-là, qui est la première étape du collectif, on met tout le monde, on invite tout le monde à participer. Vous avez une adhésion collective, un engagement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à déjà ce qu'on a vu là? Parce que l'idée, c'est plutôt d'échanger, de faire des apports de théorie ou de contenu par rapport à ça. Est-ce que vous avez dans vos environnements des idées de la façon dont ça pourrait fonctionner ou comment le mettre en place? Comment vous faites quand la personne n'a pas d'expérience, en tout cas qu'elle arrive à valoriser? Ça ne m'est jamais arrivé. Alors ça arrive qu'on ait du temps. Mais tout à l'heure c'était le cas, Christophe. Hein, c'est oh là là, mais qu'est-ce que je vais raconter? 10 minutes en plus, alors je parle 10 minutes de mon truc. Et en fait, alors il faut aussi dédramatiser, ça peut être une difficulté dépassée. Hein. Selon le contexte de l'entreprise, on ne va pas forcément focaliser sur des réussites. Parce que des fois, c'est presque... En ce moment, j'interviens beaucoup dans le monde hospitalier. Parler de réussite, des fois, c'est un peu confrontant parce qu'il vit des situations de travail où réussite, c'est un peu too much, quoi. Donc, on va parler de difficultés dépassées, de moments où ils se sont sentis quand même alignés avec leur métier et leur vocation. Et ça, il y en a. Ou alors, c'est que le contexte de l'équipe est tellement... dans un contexte, il faut peut-être faire de la médiation avant. Il y a peut-être des étapes avant, mais... Globalement, dans un environnement où ça vit normalement, où il y a des problèmes à régler, etc., moi, j'ai encore jamais eu... Il y a quelque chose que Rémi disait tout à l'heure, l'écoute active. Et donc, effectivement, pouvoir amener, comment on amène les questions. Donc, il faut pouvoir amener les questions, savoir comment on va questionner, et puis vraiment être en posture d'écoute dans cette démarche. Il y a un truc à connaître de la démarche appréciative, et une fois que vous savez ça, c'est top, c'est que les gens répondent aux questions qu'on leur pose. C'est pas dingue, hein. Mais c'est pas si anodin que ça. C'est vraiment un des mantras un peu de David Copperrider et de Ron Frey qui ont créé la démarche. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites. Les deux fondateurs sont persuadés, et on partage avec eux, que les mots créent le monde dans lequel on évolue. Ils s'appuient sur des tas de recherches, et notamment l'histoire de la démarche appréciative, on échangera à un autre moment si vous voulez. Il y a des recherches d'une sociologue américaine qui s'appelle, je crois que c'est Elizabeth Loftes, je ne suis plus très sûre du prénom, qui a mis deux groupes en situation de regarder une vidéo. Et dans la vidéo, c'est une voiture qui renverse un piéton. Dans le premier groupe, elle demande à votre avis à quelle vitesse la voiture touche-t-elle le piéton. Et dans le deuxième groupe, à quelle vitesse la voiture percute-t-elle le piéton. Le mot toucher, percuter influence notre façon de voir la réalité. C'est la même vidéo, et pourtant, ça pas la même, les réponses ne sont pas les mêmes. Dans le deuxième groupe, la vitesse imaginée est bien plus importante. En fait, les mots qu'on va utiliser, et c'est pour ça que dans la démarche appréciative, on a une attention très très particulière aux mots et aux questions et aux projets positifs, qui est la première étape qu'on a un peu survolée là, parce que ça va mettre dans les dispositions d'eux. La façon d'amener également les questions. Là, on a fait quelle étape? L'étape 2. On a fait la découverte. Peut-être qu'on peut revenir sur les 5D là. Ouais. On est passé un peu vite sur la première étape, qui est l'étape de définition du projet positif, parce qu'on ne peut pas tout faire. Qu'est-ce qu'on veut faire? On va où? C'est ça. Et là, les mots ont particulièrement leur importance.
L'étape du projet positif, c'est le slogan qui va faire que dans le mail d'invitation à tout le monde, ils vont avoir envie de venir bosser sur le sujet. Donc c'est pas améliorer la performance, parce qu'améliorer ça veut dire qu'on n'est pas très bon. Ça serait pas optimiser nos processus, parce que bon, optimiser c'est quand même il y a un truc défaillant. Il y a un truc un peu défaillant. On va plutôt travailler avec les commanditaires à mettre en mots, une fois que vous aurez amélioré la performance et optimisé le processus, ça va ressembler à quoi? Ça sera au service de qui? En fait, vous voulez être quel type d'entreprise ou quel service une fois que ça sera fait? De façon à ce que la mise en mots déjà du projet positif, et là on y passe beaucoup de temps, elle soit choisie et bien choisie, et les mots soient bien choisis. Que ce soit des mots positifs. Exactement. Ou en tout cas qui engagent, qui donnent envie. Et ensuite, on va interroger tout le collectif et les parties prenantes pour la réalisation de ce projet positif, à partir de thèmes. Donc là, on a pris la conduite du changement, mais ça pourrait être la cohésion, la communication, enfin, le thème qui est adapté au sujet qu'on a envie de traiter. Et donc là, on a fait projet collectif et découverte. phase 2. Et ensuite, on exploite les souhaits pour se projeter vers l'avenir. Et là, c'est une étape, devenir, c'est une étape qui est très créative, dans laquelle on va inviter les collectifs à imaginer progressivement, à imaginer des choses, à mettre en scène, à donner à voir, à se projeter, à donner à voir qu'est-ce que ça sera quand ça sera réussi. Et puis progressivement, on va revenir sur du plan d'action. C'est une méthode de conduite du changement, donc il y a quand même des actions à faire. On va définir des actions à fort impact, mais on aura embarqué tout le monde, mis les gens en situation de rêver, d'imaginer. Donc les actions qui sont là ne sont pas les mêmes que dans une méthode de conduite de changement plus classique. J'ai pu l'expérimenter par exemple. Et ensuite on déploie, et ensuite là on revient dans une gestion de projet un peu plus classique, avec quelque chose qui est plus créatif. Et vous êtes sûr d'avoir en fait tout le monde dans la barque, l'engagement avec tout le monde? Parce qu'en fait tout le monde est concerné, impliqué. Et puis les phases en fait de rêve, là la phase de rêve est très importante parce que j'ai envie d'y aller, j'ai envie de rêver, j'ai envie de contribuer à ce futur. Quelquefois on s'est rendu compte, quand on a accompagné des projets, des fois on ne peut pas faire ça dans la foulée parce que pour des raisons d'organisation, on est obligé de faire 3 réunions pour que tout le monde soit présent. Une fois, puis il y a un peu de temps qui se passe entre les deux. Et déjà, c'est en ce sens-là que c'est vraiment très systémique. C'est à partir du moment où on a créé des connexions et des conversations entre les parties prenantes, et donc que la qualité de la relation a été restaurée, ou en tout cas remis au bout du jour, il se passe déjà des choses en fait. Entre les deux. Oui, il se passe, voilà, on a encore eu un témoignage tout à l'heure, il se passe vraiment des choses dans le collectif avant même qu'on vienne y intervenir, parce qu'on a remis les gens acteurs en mouvement, pour reprendre le terme, acteurs sur ce sujet-là, et tous ensemble, quelquefois avec des gens qui ont des idées très différentes sur le sujet. Et juste de les faire communiquer, se poser ensemble, c'est l'humain au centre. C'est le même, je pense, chez SIS. On fait une analyse de déroulement, tout ça, puis il y a toujours la petite gaillère, les poseurs qui sont à l'extérieur, qui pensent que les conducteurs de travaux jouent aux jeux vidéo dans les bureaux. Exactement. C'est normal. Une journée sur l'analyse de déroulement qu'on n'avait pas commencé à produire une seule barre. Ouais. Il y en a qui disent, mais quand il se passe tout ça avant, qu'il y a les allers-retours clients, les machins, Exactement. On prend conscience de la réalité de l'autre. Exactement. C'est pour ça les conducteurs, pour ça qu'ils ne sont pas dispo en permanence, ils sont au bureau juste à la rentrée des chiffres. Exactement. Et là, on prend vraiment conscience de la réalité de l'autre, de la façon dont il vit le sujet, et en plus quand il le vit au meilleur de lui-même. Donc c'est en plus intéressant de le faire comme ça. Juste par rapport aux démarches habituelles de conduite du changement, encore une fois, moi j'ai été formée à cette démarche il y a quelques années, et j'étais encore en charge d'équipe et de projets de transformation, et j'ai trouvé ça trop génial. Trop génial, parce que moi l'intérêt que j'y ai vu, c'est que c'est très vite collectif, donc le chef de projet qui tire l'énergie, qui arrive à convaincre, et ça je n'étais pas toute seule, il y avait plein d'autres qui le faisaient avec moi, donc c'était quand même plus confortable. Et puis de façon très synthétique, quand on conduit un projet, il y a en général un petit nombre de sachants. Maintenant on fait quand même en sorte qu'il y ait un nombre significatif qui réfléchissent au projet,
à la roadmap, enfin, voilà. Mais on va dire que c'est un nombre restreint de personnes qui réfléchissent à la gestion de projet. On définit toutes les tâches à faire, et puis après, il y a une grosse partie de conduite du changement. Parce que, bon, après, une fois qu'on déploie, il faut quand même convaincre tout le monde que c'est le bon projet, la bonne cible, le bon objectif, etc. Et en termes de démarche associative, ce qui est intéressant, c'est que ça dure à peu près la même chose, grosso modo. Mais par contre, toute la partie qu'est-ce qu'on va faire, comment on veut le faire ensemble, c'est quoi les actions, tout le collectif y est depuis le début. Donc en fait, la partie de conduite du changement, elle est minime. Elle est vraiment petite. Et elle est surtout prise en charge par le collectif. Parce qu'à partir du moment où on a défini les actions, il y a des gens qui y vont, quoi. Enfin, bah, tiens, ça, je l'ai proposé, vraiment, ça me tient à cœur, parce que c'est la façon dont j'aimerais que ça se passe, et les groupes se mettent en place beaucoup plus facilement. Donc ça a un effet durable. Et pour faire la comparaison par rapport aux deux systèmes, en fait, on n'a pas une petite équipe de sachants, comme on disait, en fait, qui va, sans tenir compte de l'existant, le conducteur de travaux, il fait ça, sans tenir compte des faits réels, va déployer en fait des solutions qui ne sont peut-être pas adaptées au terrain. Qui ne prennent pas toutes les parties prenantes en considération. Puis là, c'est souvent le CODIR, enfin, il y a pas toujours hiérarchique, mais au moins une hiérarchie fonctionnelle, enfin un organigramme fonctionnel qui font que ce projet il est porté par des élus, enfin élus au sens désigné quoi, du terme. Alors que là, c'est tout le collectif qui est embarqué tout de suite. Ça fait vraiment une différence dans la dynamique, en fait. Et dans l'engagement, on revient à ce mot-là. Ouais. Voilà. Parce qu'on arrive un peu au bout, mais c'est peut-être... On va vous envoyer le support avec plein de... voilà, les choses à retenir, les fondements, etc. Mais les gens répondent aux questions qu'on leur pose, on l'a remis. Hein. C'est ça, c'est super important. À la question, tiens, t'as passé une bonne journée? Ouais. Bon, il a plu ce matin quand même, donc j'étais dehors, je me suis pris la pluie. Bon, après, la journée, c'était pas mal. Mais raconte-moi le meilleur moment de ta journée aujourd'hui. C'est différent. On n'a pas tout à fait la même chose. Ça se teste avec les enfants, avec les conjoints. Ça peut commencer comme ça. Quand on a un peu peur de le faire dans une équipe, au départ, on peut le faire avec le conjoint, c'est pas mal. Si on pose des questions positives, on se remet dans la disposition du moment qu'on a vécu, et donc de l'énergie qu'on avait, et donc on la transmet parce qu'on est à deux. Et on se met en projection une énergie différente, parce qu'on revit ses émotions, et on développe l'envie de construire ensemble. Et vraiment, c'est pas que des mots, ça mérite de s'expérimenter. Donc c'est en ça que c'est un peu en rupture avec l'approche traditionnelle d'analyse des causes, mais qui a aussi plein d'avantages et qui sert depuis quelques années quand même dans les organisations, et c'est très bien. Puis et quand on veut par contre, je trouve, embarquer le collectif et vraiment faire une transformation en profondeur, moi je n'ai rien trouvé de plus déjà enthousiasmant à porter et à accompagner, parce que c'est vraiment un plaisir, et puis durable dans l'équipe. Parce qu'après, les 5D, on refait des points d'étape appréciatifs, alors plutôt que de dire, tiens, qu'est-ce qu'on n'a pas mis en place des 30 actions qu'on avait définies dans le plan d'action, on va plutôt aller voir qu'est-ce qu'on a mis en place, qu'est-ce qui a bien marché, c'est quoi les petits bougets qui ont eu lieu et qu'on n'imaginait plus dans cette équipe. Ah ben tiens, ils se sont remis à aller prendre le café ensemble. C'est vraiment des exemples précis. Hein. J'ai un service hospitalier de psychiatrie en tête où c'était pas tout à fait la tendance d'aller prendre le café ensemble, et ça, c'est un bouger précieux, quoi. C'est un petit bouger précieux. Voilà. En fait, ça tisse du sens, parce qu'on est en train de raconter ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait et que ça nous a plu. Et quand on tisse comme ça entre les deux, ça donne du sens à ce qu'on fait, en fait. Ça tisse du sens ou ça redonne du sens? Exactement. Et on le partage. Voilà, donc ça, vous aurez tout ça, mais ça stimule la créativité, ça donne une bonne énergie, enfin tout ça. On a parlé de sens au métier ou à l'entreprise. En fait, c'est très simple, la démarche. C'est remettre des gens en conversation dans les organisations. Donc, jouer sur l'interaction.
C'est en ça que c'est très systémique en fait. Mais en le faisant de façon volontairement orientée sur l'appréciatif. Parce qu'on sait que dans nos vies, parce que culture, parce que histoire, etc., on a un déséquilibre flagrant entre, quand on raconte nos journées, entre ce qui ne va pas et ce qui s'est bien passé. Et puis on a déjà des habitudes. C'est ça. C'est comme ça, on va voir alors, culturellement, et puis parce qu'on est des êtres humains faibles dans la savane, on ne voulait pas se faire bouffer. Quand on va aller voir plutôt les sources de danger en fait. Qu'est-ce qu'il faut que je corrige pour aller mieux dans la vie, quoi. Et on laisse souvent sous le tapis les moments positifs et c'est normal que ça marche parce que c'est mon métier. On a tous vécu dans notre jeune passé, sur le bulletin, des annotations de professeurs qui revenaient « peut mieux faire ». C'est marqué « appréciation ». Vous vous souvenez? Peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. Il y a aussi de ça, on a grandi un peu comme ça. En tout cas, si on l'observe, il y a des études qui ont été faites comme ça, y compris dans les organisations. Les organisations les plus performantes sont celles qui tendent à rééquilibrer un peu. Parce que le négatif ou ce qu'il faut corriger, ça s'invite naturellement. Il n'y a pas une réunion qui ne démarre dans une équipe sans dire « mais attends, il m'est arrivé un truc, il faut absolument que tu mettes sur ce problème-là ». Assez rarement, j'ai eu un rendez-vous client génial la semaine dernière. En tout cas, quand on invite en démarche appréciative à aller faire réexister ce plateau de la balance, qui est là, c'est pas du pipeau, c'est des vraies compétences. Qui est là. Ça redonne de l'énergie, mais aussi de l'efficience en fait. Vous l'avez dit, Monia, tout à l'heure, ce que j'ai aimé, c'est d'aller chercher, c'est justement de sortir de cette zone de confort en mettant ces nouvelles lunettes-là. Oui. c'est faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, moi j'avais l'habitude avec mon équipe le dernier jour de la semaine, on faisait un petit déjeuner, et avec mes managers directs, je leur demandais, on faisait un tour de table, y compris moi, où je racontais le pire moment de ma semaine et le meilleur moment de la semaine. Et en fait, le pire moment, c'était aussi pour dégager le sujet. Et parfois, et souvent, on se rend compte que « Ah, mais c'est pour ça que tu étais comme ça tel jour ». Voilà. Et on commence par le mauvais et ensuite, systématiquement, on dit la meilleure chose que j'ai eue cette semaine. Mais ça peut être pro-perso, je n'imposais pas. Je disais comme vous voulez, ça peut être un événement pro-perso, un embouteillage, l'enfant qui crie pas. Et ça permettait en fait à l'autre de se mettre à la place de l'autre. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que tu n'étais pas bien, ou c'est pour ça que ce jour-là tu étais tout excité. Ça rejoue sur la qualité du lien en fait. C'est ça. Compréhension. Exact. On se met un peu plus à la place de l'autre. Mais vous avez raison, là, on vous a donné la posture, la démarche en entier si on veut conduire un projet, mais on peut en mettre partout. Démarrer les réunions d'équipe, bien sûr, on va parler des problèmes, ne vous inquiétez pas, c'est l'objet de la réunion. Par contre, on veut démarrer 5 minutes sur c'est quoi qui s'est bien passé pour vous la semaine dernière. Ça change vraiment complètement l'ambiance. Même si derrière, on va essayer bien de gérer quand même les préoccupations des équipes, on va pas c'est pas de tourner autour du sujet, mais c'est de l'éclairer aussi d'un autre angle de vue et avec une autre dynamique. Les appréciations annuelles, les évaluations annuelles, c'est génial. Le recrutement... comment être en connexion sincère avec un candidat, raconte-moi un moment où cette compétence-là, tu as su la mettre en place. C'était où, comment tu t'y es pris, on se connaît mieux quoi. Par contre, dans la durée, parce que moi ce que je remarque, que ce soit quand j'étais en entreprise ou en conseil aujourd'hui, dans la durée, il faut que le leader soit toujours dans la bonne ligne. Parce que c'est lui qui va nourrir tout ce que vous avez dit. À partir du moment où il n'est plus dans cette bonne dynamique, parce calculé, parce que stressé, parce que ceci, parce que cela, on retombe à une vitesse extraordinaire. On est d'accord. Dans les travers. On a parlé de facilitateur, pardon. C'est vrai. C'est vachement plus simple quand le codir, l'équipe porte. Et là, j'ai un exemple. Là, je parlais de ce service en psychiatrie où vraiment le directeur des RH n'est pas tout à fait dans la démarche, mais
c'était tellement la panique que bon, ils se sont dit, allez, c'est un peu le truc, on va voir quoi. Laissons-les faire, on va voir ce que ça donne. Ça, c'était en novembre. En février, on a rencontré à nouveau un groupe, parce qu'on vous a fait un petit résumé synthétique, mais on travaille avec, dans l'organisation, un groupe pilote démarche qui va nous aider à communiquer, à nous dire il faut 4 réunions parce qu'on ne peut pas sortir tout le monde de son poste, ou 2, à tel endroit, etc. Donc ils sont acteurs très vite en fait du sujet. Et donc une réunion avec eux, 4 ateliers de travail, une demi-journée avec tout le collectif. Et on est parti avec mon collègue en se disant qu'est-ce que ça va donner, parce que c'est difficile, ça va être difficile pour eux de garder cette énergie. Et on a reçu un message il y a quelques jours en nous disant que ça allait continuer de bosser en fait. Ouais. Et aujourd'hui, l'RH n'est toujours pas convaincu, je pense pas encore, parce qu'il n'est pas dans cette démarche tout à fait. Mais l'équipe pousse. Oui. En fait, c'est dans le sens inverse. C'est ça. Il ne faut pas qu'ils s'essoufflent. En fait, c'est ça. Mais par contre, c'est beaucoup plus simple. Vous avez raison quand c'est porté par. Il y a une entreprise ici à Nice, alors le nom m'échappe, mais qui fait tout ce qui est événements, les chapiteaux, c'est très connu ici. Et les dirigeants ont choisi de recruter une personne qui fait que ça. C'est-à-dire, alors, c'est pas le happiness officer, mais quelque chose qui ressemble à ça. Elle va booster, elle va résoudre les problèmes aussi, les problématiques d'équipe, etc. Donc ils ont créé un poste budgétaire. C'est génial. Ouais, ça c'est génial. On s'occupe de ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la personne qui a été recrutée, c'est une ancienne maîtresse. Génial. Ah ben voilà. C'est pas tout le monde, et en même temps, c'est tout le monde, c'est la portée de tout le monde de se dire on attribue dans la permis entreprise, là, je suis en train de bosser dessus, se fixer des limites et distribuer les surplus, s'attribuer 10%, 15% du résultat distribué aux salariés. Tout le monde a bossé, c'est l'œuvre de tout le monde. C'est ça, quand on reprend les principes, les 12 principes, c'est possible. Et ça va être quoi la motivation de rétention du personnel qui a des problèmes de recrutement de partout, de démission, de motivation, etc. Comment on peut redonner de l'énergie et réinvestir? C'est pas donné, mais tout le monde peut le faire. L'entreprise est là et doit continuer à fonctionner. Donc il faut, avec les équipes, n'oublions pas que cette démarche et le cœur, c'est l'humain. Et si on ne prend pas en compte l'humain dans sa globalité et qu'on fonctionne avec lui, en fait, on n'y arrive pas. Et ça, c'est recentrer effectivement l'humain au cœur et travailler avec lui pour pouvoir développer. Merci pour cet atelier. Moi, je vais reprendre ça parce que je suis un peu, moi, à l'inverse, chic, un problème. J'ai du boulot. Ah, mais. Faut changer les lunettes. Très rarement, on nous appelle pour dire chic, je voudrais mettre de l'énergie dans l'équipe. Alors attendez, c'est ça. Ça va pas, parce qu'on a fusionné deux trucs et ça marche pas. Et des fois, je dis que quand je fais une petite audit et je leur dis ça va pas, ça va pas, ça va pas, et ils ont l'impression de jamais avoir su bosser, que ça n'a jamais fonctionné, que c'est des branques. Non, mais de penser sur vraiment les points positifs. Exactement. En fait, il y a des. Vous aviez raison, on ne peut pas passer non plus à côté du sujet. Il y a un moment où il faut poser le sujet et peut-être le poser de façon ferme et aller voir tous les angles. Mais ensuite, pour embarquer le collectif, ce qu'on a posé, on peut le retourner. En fait, il y a un processus de retournement. On écrit vraiment c'est quoi notre problème et comment je peux donner envie de bosser dessus. Donc, et ensuite, embarquer le collectif différemment. Comment je l'aborde? C'est exactement ça. Je peux, deux façons pour progresser. Aller optimiser mes forces et ça va me donner de l'élan, ou continuer de corriger mes problèmes. Et ça marche aussi, hein. Enfin, il faut être... je veux parler de l'hôpital, il y a des fois où on ne fait pas de réunion d'intelligence collective pour prendre des décisions, c'est normal, il y a des choses plus... Voilà, qu'il faut trancher. Il n'empêche que quand on a besoin d'embarquer un collectif, c'est vraiment, vraiment puissant. Pour l'avoir... expérimenté en tant que manager et en tant qu'accompagnant. Je vais prendre le petit truc, je fais souvent avec les enfants le dimanche soir, les 3 meilleurs trucs de la semaine, c'est ça. Le week-end de la semaine, mais je vais rajouter le pire truc de la semaine pour comprendre leur psychologie et pas nous dire toujours, il faut toujours être tout sourire, comme je sais pas, aujourd'hui on est tous sur les réseaux sociaux et on se montre tous sur notre meilleur jour, je suis là, je fais ci. On peut pas nier les difficultés. Non mais c'est ça. Dans la famille, il faut qu'on se dise les choses. Là, c'était quoi ton pire truc de la semaine? T'as pas aimé quoi? Quand tu es pour ceci, quand, je sais pas, à l'école, il m'a parlé correctement, ou machin. C'est mon copain. Et nous de leur dire aussi, parce que les parents en parlent, les enfants Bien sûr. parlent.
Il faut l'entendre. J'ai pas aimé quand tu n'as pas répondu ou quand je t'ai appelé 3, 4, 5 fois et que tu mettais la mauvaise humeur pour mettre la table. Surtout, je t'ai fait un bon bien à manger ou quoi, ben, l'autre jour ça m'a fâché, ça m'a contrarié. C'est ça. Enfin, de pouvoir arriver à l'amener quoi. La démarche, pardon. Ça peut être aussi quelque chose qui ne concerne pas les enfants et les élèves, c'est intéressant parce que tu dis par exemple, on a failli me rentrer dedans, ça m'a mis en retard pour ma réunion, j'étais très fâchée et là, tu verras, ton fils peut dire, ou ta fille peut dire, ah, c'est pour ça que tu étais rentré en colère ce jour-là, alors que moi je pensais que c'était Ça me fait moi. penser à ça, c'est pour ça. Donc pas forcément J'étais mal reçu à la place business. Exactement. C'était nul, on a mis les dessins. C'est chaud. Les gens étaient désagréables. Alors, en tout cas, c'est là où on fait vraiment la différence entre le positif, avec les travers que peut avoir la psychologie positive à tout craint. Il y a des moments où il faut quand même un peu poser les sujets sur lesquels on a envie de bosser ou les problèmes qu'on a. Et l'appréciatif, apprécier ce qui quand même met en mouvement, parce qu'on peut avoir très très envie de sortir d'une situation et avoir l'énergie pour le faire, et c'est ça le cœur appréciatif. C'est pas forcément la situation qui est positive, c'est l'élan vital qu'on va y mettre. On ne peut pas ignorer en fait les réalités ou les situations que vivent l'autre. Donc garder les pieds sur terre, on fait avec. Pour ce côté positif, là, il y a une RH en face, tu as fait du RH aussi. Vous êtes RH. Et quand on fait le management et le feedback, pour faire un feedback négatif, et dans l'équilibre, on peut faire un feedback négatif, mais pour un feedback négatif, il faut 4 positifs. Pour équilibrer, de se dire pas, c'était qu'une merde, t'es en retard, t'as mal travaillé, tu sais pas faire. C'est les plateaux de la balance dont on parle. Et alors le nec plus ultra, c'est le feedback positif, c'est super, mais si en plus vous faites raconter à l'autre qu'est-ce qu'il a vraiment apprécié, kiffé dans son truc, alors là on fait tilt x 10 en énergie. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Déjà. Le nourrir, l'arroser. Non, mais déjà le dire, c'est génial hein, quand on a des managers qui font ça, qui rééquilibrent, qui disent des choses appréciables, c'est super. Et si en plus ils posent la question, raconte-moi, toi, c'est quoi ce que tu aimes vraiment dans ton boulot, c'est quoi qui te met en énergie, qu'est-ce que tu fais bien. Alors là, c'est tout. Dans le ressenti. Quand j'ai eu l'occasion de mener des entretiens et donc je les mène également, c'était pour une entreprise sur des entretiens professionnels, voilà, on arrive dans la partie point fort, donc que je nourris, voilà, sur le bilan de l'année, qu'est-ce que vous avez aimé, on part sur la partie non, que ce que vous avez mis. Voilà, positif, plutôt positif que négatif. Et donc la personne qui ne s'est pas posé la question, ben, je ne sais pas, ou voilà. Et au sortir de ça, ben, je ne savais pas que j'avais des points forts ou que je faisais ça. Et je suis contente en fait d'en prendre conscience. On vit le moment différemment. Souvent c'est vrai qu'on oublie de le dire parce que c'est mon boulot, c'est normal, c'est la vie. Ben, c'est normal, je suis médecin, je traite des gens. Oui, certes. Mais il n'empêche que c'est appréciable aussi. Dans le management, il paraît que c'est avec les 4 c'est pareil pour le coup. Ah oui, partout, c'est pareil partout. Avec les enfants, ça marche pas. Mais on voit un nombre de couples regardant autour de nous. Mais oui. Ou si je te dis tout le temps, t'es tout cœur, ça va pas non plus, c'est mielleux ou quoi. C'est pour ça que c'est en sincérité. Si on fait que des reproches et de se dire ça sur la violence, t'es en retard, t'es travaillé. Ça marche pas. 2 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pourquoi t'es rentré tard et qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi ta journée. Alors, être manager c'est dur, mais être en couple c'est hyper dur aussi. Une mini-équipe quoi. On revient en fait à cette image du début, cette image générale. Alors, là, tac. Là, ici. Oups, pardon. Là. Vous avez en fait, là, c'est vraiment un esprit, une démarche et des facilitateurs. Donc là, en fait, à partir de maintenant, vous serez les facilitateurs à la maison, au travail, à mettre cette graine et à vouloir effectivement fonctionner positivement. Dans tous les domaines. Les bénéfices, en fait, ils sont nombreux, on les a vus. Les principes fondateurs, le bien-être, le 1 + 1 = 3, l'avenir co-construit et en fait, les intentions, c'est d'abord ça qui va pouvoir nourrir, en fait.
Et donc voilà, ça a un effet en fait sur la positive attitude, la joie et l'effet durable. Alors, on l'a un petit peu dépassé. Vous avez des questions. En tout cas, on est ravis d'avoir pu échanger avec vous. Si vous avez quoi d'autre, on va vous envoyer les supports, vous aurez nos coordonnées si vous avez envie d'échanger plus avant. De la lecture. Quelques revues de presse aussi. Voilà. Et puis, vous avez une échéance CCI, PACA ou CCI décliné CCI Nice, en novembre de l'année prochaine, de cette année. Hein, c'est les trophées régionaux des entrepreneurs positifs. Donc, la pratique de l'AI pourrait rentrer. Pratiquer donc l'AI ou le cœur. Ou le cœur positif pour candidater en fait. C'est la 4e édition. Alors, ce sont des choses qui se mettent en place. Comment ça, on candidate, on pratique, on candidate Après la CCI. Auprès de la CCI, oui. Donc, ce sont des choses qu'ils mettent en place chaque année. Visiblement, je ne connais pas la fréquence, mais voilà, ce sont des éditions qui se mettent en place. On va accompagner, on va féliciter, on va voilà, l'entreprise qui aura mis en place les entrepreneurs, les entreprises positives. Donc la démarche appréciative rentre dans ce sens, est une démarche effectivement, on parle de la qualité de vie, des conditions de travail, amélioration, voilà. Un petit tour de piste pour terminer, puisqu'on est à faire à des facilitateurs, vous avez l'habitude de maintenant. Un petit mot de la fin. Vous êtes poli parce que vous aviez déjà fait un atelier. J'espère que vous n'êtes pas ennuyé cette deuxième fois, vous avez pu avoir d'autres choses. Non, je ne me suis pas du tout ennuyée. Et encore une fois, en fait, j'ai le même sentiment que la première fois, c'est qu'en fait, cette démarche d'aller chercher le positif, etc., ça conditionne pour vraiment aller avancer d'avant. Et c'est quelque chose que j'utilise aussi dans mon lancement entrepreneurial, parce que je pense que comme tout entrepreneur, on passe par des cascades d'émotions et souvent plutôt négatives. Et en fait, de faire cet exercice, de dire mais qu'est-ce que tu as déjà fait de bien et regarde plutôt ce que tu as fait plutôt que de voir que tu avances pas assez vite ou comme tu devrais. Et en fait, de se remettre dans ce guide-là, ça permet d'avancer déjà en bien-être, mais également d'avancer mieux dans le business et en performance. Ça fait du bien. Super. C'est gratuit. Donc, c'est clair. On va donc envoyer de se retrouver. Tout d'abord, merci beaucoup pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui. Je pense le mettre en place. Donc moi j'ai 2 employés, donc je pense qu'on va se faire un petit truc sympa à 3. Voilà, avec les supports que vous allez nous donner, avec tout ce que j'ai pu. N'hésitez pas à vous servir des livrets, hein, ils sont réadaptables. Donc voilà, merci encore. Ok, très bien. Merci, ça a éclairé quelques concepts à prendre, à intégrer avec ce qu'on fait déjà, à implémenter dedans, c'est top. Et je vous invite tous, à partir de la rentrée, à découvrir un club business qui s'appelle Azure Network. On bosse, avec la CCI aussi, spécialement partenaire, mais un autre petit club pour venir, pour développer, pour proposer vos services. Et on travaille avec ce club aussi en intelligence collective. On a des sophrologues, du suivi, des informaticiens, des carrossiers. Enfin, c'est vraiment hétéroclite et que chacun, on peut se former les uns les autres, se développer. Je pense. Pauline. Tu vois, l'entrepreneur seul, il est bien mal accompagné. Et bien là, on n'est qu'avec des chefs d'entreprise et on parle des mêmes problématiques. Et tu as des problématiques très spécifiques, tu es bienvenu également. Tu lances, tu as 2 boîtes, tu as 2 salariés, peut-être des envies de croissance, de machin ou quoi. Mais les problématiques, on se les pose tous ensemble et des fois on est confronté face à un mur. Tu disais, t'es là, ton A, B, C, D, je t'ai perdu, mais bloqué devant. Et vous allez pouvoir m'apporter le point de vue de se dire, fais un pas de côté, vois le sous un autre prisme, là, et par là, en fait, c'est dégagé. Et puis à l'inverse, c'est vous qui serez bloqué, on a tous, vous avez vos compétences et vous avez vos limites aussi. Et que des fois, c'est un point de vue complètement extérieur qui vient, qui te débloque. Et, ah, moi aussi simple que ça. Bah ouais. Et puis, enfin voilà, et du coup, c'est un club où on se fait grandir les uns les autres. C'est des matinales, 7h, 9h, contre les planètes. Ce qui
qui vous laisse après votre journée libre pour améliorer. Donc ça pique un peu de se lever, mais après, une fois que vous avez goûté une fois, La journée est commencée. Il y a vraiment un pôle bien-être, on est dans le positif. Ça se passe à quel endroit? Parce que vous changez de lieu? Palais de la Méditerranée. Palais de la Méditerranée. Ah ben oui, je vois à côté de la rue de la Méditerranée. C'est passé sur LinkedIn ou Azure Network. Azure Network. Sur Internet, ligne, normalement on a des professionnels qui font leur taf, communication, community manager, etc. Ok. C'est vraiment un super club, venez proposer ça. Avec plaisir. Oui, exact. Bien te faire coacher. Avec plaisir. Là, bien proposer tes services, et dans la même démarche aussi, c'est 2, puis après, si ça grandit, vous serez peut-être 3, peut-être après un autre pôle, etc. Et pareil, bien sûr, de développement, des approches, et on est tous complémentaires, des approches différentes. Voilà, et voilà, on continue de créer du lien. C'est ça. Exact. Moi, je suis ravie d'être venue, vraiment. C'est la première fois que je viens dans cette configuration-là. Et je trouve que l'échange a été riche, intéressant, sincère. C'est ça. Voilà. Et je ne regrette pas d'être venue aujourd'hui, au contraire. Et merci à toutes les deux. De rien, merci à vous pour les échanges. Vous avez partagé généreusement avec nous. Je vais vous donner la référence du grand livre de Laïs, c'est vraiment toutes les expériences. Alors il y a du Lean Sigma, il y a de la permaculture, on a des collègues qui sont et permaculteurs et praticiens, donc ils mettent ça en lien. Il y a des expériences autour de l'éducation, autour de la santé, et puis Laïs est né aux États-Unis, donc il y a un réseau mondial en Inde, en Chine, en Asie, en Afrique, des expériences magnifiques qui sont faites et tout est en open source. L'Institut français d'après Céline Coiry, vous avez tout ce qu'il faut pour découvrir, etc. Et si vous avez besoin d'approfondir dans votre contexte, ben on fait ça avec plaisir, on échange avec plaisir. Voilà.